Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, apprentissage et formation professionnelle. En direct ce soir sur Télécréole et aussi sur Créole FM. Info Politique donne la parole aux acteurs de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui est essentiel d'améliorer, surtout au cours de la prochaine mandature? Nous en parlons ce soir avec nos 4 invités. Honneur aux dames, d'abord Marie-Claude Demunari, directrice du pôle formation de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Également Ibrahim Patel, président de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Pascal Plante, qui représente la CGPME. Et Louis-Bertrand Grondin, conseiller régional en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage au Conseil régional. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, pardon. Alors, on va juste pour commencer, on dit souvent apprentissage, formation. Est-ce que vous pourriez me donner une définition de ce que c'est l'apprentissage? Est-ce que c'est la formation professionnelle? Ça, c'est une colle. Ça, c'est une colle. L'apprentissage est un des dispositifs de la formation professionnelle qui est beaucoup plus large que l'apprentissage. Et les 3 messieurs se sont appuyés sur madame. C'est toujours comme ça. Président Patel? Moi, je dirais que l'apprentissage, effectivement, c'est l'avenir, effectivement, et la relève des Réunionnais. Parce que l'apprentissage, c'est former nos jeunes, et à partir de ces jeunes-là, effectivement, qu'on en fasse aujourd'hui, donc la jeunesse de demain. Voilà ce que je dirais pour l'apprentissage. L'apprentissage, pour moi, c'est avant tout un triptyque formation, jeunes et entreprise. Et derrière tout ça, donc, il y a la qualification de la jeunesse pour répondre aux besoins économiques des entreprises, et je crois que c'est surtout ça l'apprentissage aujourd'hui avec les branches et les secteurs de formation à La Réunion. Et la formation professionnelle dans sa globalité, ça intègre naturellement, comme disait Marie-Claude Demunari, l'apprentissage, mais ensuite c'est tous les volets que nous pouvons développer sur d'autres secteurs prioritaires que nous pouvons porter avec l'ensemble des partenaires. Pascal Plante. L'apprentissage, c'est une véritable opportunité pour le jeune de mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire d'être en formation, de bénéficier de la formation théorique, mais aussi de pouvoir le mettre en pratique aussitôt dans l'entreprise. Et c'est aussi une opportunité pour l'entreprise de former les jeunes à ce que eux peuvent attendre. Donc un jeune qui rentre avec un diplôme, comme l'a expliqué Louis-Bertrand Grondin, sur le monde du travail, bénéficie déjà d'une première expérience, et donc a déjà le savoir-faire déjà en main, donc être plus performant pour l'entreprise, ça convient à tout le monde. Je vais essayer de faire de globaliser ce que vous venez de dire. L'apprentissage, c'est apprendre un métier et rentrer dans une entreprise. La formation professionnelle, c'est dessiner une carrière dans cette entreprise, ça pourrait être ça? Oui, aujourd'hui, enfin, si je peux me permettre, aujourd'hui, la formation professionnelle porte aussi le nom de la formation professionnelle tout au long de la vie. Donc, je crois qu'il faut qu'on intègre ça. Aujourd'hui, formation professionnelle, c'est un démarrage, mais aussi dans sa carrière, pouvoir évoluer et pouvoir se projeter vers autre chose ou vers un parcours qui amènera vers un emploi. En tout cas, c'est ce que nous allons voir ce soir tout au long de cette émission, car nous aurons l'occasion d'entendre des apprentis, entendons également un étudiant en BTS alternance, un syndicaliste de la CGTR BTP, des chefs d'entreprise, un représentant et syndicaliste du monde agricole, le recteur de l'Académie de La Réunion, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et également le président du Conseil économique, social et environnemental de La Réunion. Première question, quel constat pouvons-nous faire pour l'apprentissage? Quel constat pouvons-nous faire aujourd'hui? Comment est l'apprentissage et dans quel état? On va commencer par Louis-Bertrand Grondin. Écoutez, l'apprentissage, si nous voulons parler de l'apprentissage, nous pouvons citer quelques chiffres. Ouais. 2010, puisque vous parliez de mandature, je pense que c'est important de reposer le cadre. 2010, c'était 20 millions d'euros sur l'apprentissage. Aujourd'hui, en 2014, nous sommes à 33 millions d'euros sur l'apprentissage. C'est pour vous montrer tout l'intérêt, en tous les cas, que porte la région sur ce dispositif qu'est l'apprentissage. Le président Ibrahim parlera d'apprentissage au sein de la Chambre, mais aujourd'hui, depuis 2010, c'est plus de 11% de croissance tous les ans sur l'apprentissage depuis 2010, pour sortir de 3800 offres en apprentissage en 2010, pour être aujourd'hui à plus de 4700 offres en apprentissage, et avec une structuration que nous avons construite avec les partenaires.
en consolidant les bases des formations de niveau 5 CAP, BEP, mais surtout en montant en qualification, puisque nous avons aujourd'hui de l'apprentissage jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc vous voyez que nous avons voulu fédérer l'offre de formation, la densifier et mettre les moyens sur l'apprentissage. En tous les cas, ça a été la volonté que nous avons portée et je pense que ça a été une réussite au regard de l'adhésion du monde économique, puisque sans le monde économique, sans les entreprises, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'offre en apprentissage et il n'y a pas de contrat. Avant de faire réagir nos autres invités, je vous propose d'écouter le point de vue de Jean-Raymond Mondon, qui est donc le président du Conseil économique, social et environnemental de La Réunion. Voici sa position sur le constat concernant l'apprentissage. On peut constater que l'apprentissage et la formation professionnelle à La Réunion prend de plus en plus d'importance compte tenu de la situation économique et sociale de notre région. Des évolutions sont faites au cours de ces dernières années avec la mise en place d'un certain nombre de structures. Pour ce qui est du Conseil économique et social, nous avons regretté que des structures qui existaient il y a de ça quelques années ne fonctionnaient pas. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle loi mettant en place une nouvelle gouvernance de la formation professionnelle au plan régional et ces structures sont actuellement en voie de mise en place et je pense que c'est une avancée. Encore faudrait-il que nous ayons une vision un peu plus claire de ce qui se fait en matière de formation professionnelle et en matière de transparence sur les fonds utilisés. Président Patel, votre réaction par rapport à ça? Je dis aujourd'hui, au niveau de l'apprentissage, il y a une chose qu'il faut retenir. L'apprentissage, effectivement, se joue dans un partenariat à deux, entre effectivement le centre de formation qui accompagne l'apprenti et l'entreprise. Et il faut le savoir, il faut le souligner, que c'est un parcours combattant pour trouver une entreprise aujourd'hui pour accueillir effectivement ce jeune. Ça, c'est très important. Donc la Chambre de commerce, nous avons quand même, nous, aujourd'hui, près de 1700 apprentis. De 2009 à 2014, nous avons quand même connu un taux de réussite à plus de 49%. Mais ça reste quand même quelque part, aujourd'hui, la fragilité du monde économique, la fragilité effectivement de la crise qui englobe effectivement le monde économique, aujourd'hui, malheureusement, fait en sorte qu'il y a quelques jeunes quand même qui n'arrivent pas à trouver donc d'entreprise pour l'accueillir, ce que cette personne ne peut pas suivre sa formation. Alors, avant, je vais venir à vous, puisque vous êtes donc la directrice de cette pôle formation de la CCIA. C'est vrai, la difficulté, c'est toujours de trouver des entreprises qui reçoivent les stagiaires. Oui, effectivement, comme le disait le président, chaque année, c'est une campagne que nous menons donc de concert avec la collectivité régionale. Comme le disait monsieur Louis-Bertrand Grondin, il y a actuellement, donc l'apprentissage se réalise au sein d'un CFA, un centre de formation d'apprentis. Donc ça, c'est vraiment, ce sont des structures dédiées aux formations en apprentissage, portées par le Conseil régional. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a 11 CFA aujourd'hui. Et effectivement, ils contribuent à la croissance, puisqu'il y a 4 ans en arrière, il y en avait 3 ou 4. Donc c'est vrai que ça contribue à la croissance. C'est vrai que pour arriver, comme le disait le président, chez nous, on a connu une croissance de pratiquement 50% en 4 ans du nombre d'apprentis. Ça veut dire aller chercher les entreprises, accompagner les jeunes à trouver des entreprises dans un contexte économique qui est de plus en plus contraint et de plus en plus difficile. Donc tout ça, comme je le disais, c'est une campagne chaque année, mais nous y croyons parce que en termes d'employabilité, c'est ça qui est important, comme le disait Pascal Plante, un chiffre, 43% des apprentis qui sortent des formations de la Chambre de commerce signent leur contrat de travail après le contrat d'apprentissage dans l'entreprise qui les a accueillis en apprentissage. Donc dans le contexte actuel, ce sont quand même des chiffres qui sont positifs et parlants. Et nous œuvrons collectivement pour augmenter ces taux d'employabilité. Le but, c'est l'emploi. D'accord. Pascal Plante, vous représentez donc la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et vous êtes également responsable d'un centre de formation, je crois. Alors, finalement, faire de la formation, trouver des entreprises, c'est une équation à de multiples inconnus? Il n'y en a pas plus que 3, puisqu'effectivement il y a le centre de formation, l'entreprise et le jeune, n'oublions pas le jeune, qui est au cœur de tout cela.
Tout est difficile, le contexte économique est de plus en plus contraint, donc cela on ne va pas le nier. Pour autant, l'opportunité telle qu'on la voit dans le cadre des formations en alternance, et là j'élargis un petit peu au-delà de l'apprentissage, puisqu'il y a aussi le contrat de professionnalisation qui est proposé par les centres de formation privés essentiellement, hein. Donc ça peut être difficile, mais pour autant, lorsqu'on trouve ces entreprises, on arrive à mettre ensemble l'entreprise, le jeune et un centre de formation, on arrive effectivement à de très bons résultats en matière d'insertion et en matière d'insertion durable. Ça, c'est intéressant à noter. Alors, on va voir que l'apprentissage, ça commence dès le collège, avec le SECPA par exemple, voir un petit peu comment amener les jeunes qui, entre la 5e et la 3e, qui peuvent aller vers des entreprises ou vers d'autres actions pour apprendre autre chose que le cursus normal. On a posé la question au recteur de l'Académie de la Réunion, voir un petit peu quelle est la place de l'apprentissage dans le cursus scolaire. Voilà ce que nous a répondu Thierry Terré. Il existe différents dispositifs, pour les uns relevant des chambres des métiers, pour les autres relevant de l'éducation nationale. Nous avons par exemple au sein de l'éducation nationale ici un CFA qui organise la formation d'apprentis sur certains secteurs que nous avons identifiés comme prioritaires pour les besoins du territoire, mais complémentaires par rapport aux autres formations mises en place par exemple à la CCI. L'apprentissage, il existe à tous les niveaux. Il existe au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5. On le trouve à tous les niveaux, en métropole comme dans l'académie. Parce que les besoins sont différents. Le dispositif de formation en alternance, lui aussi, se retrouve à tous les niveaux et c'est très bien. Par contre, ce qu'il est important de faire, c'est de travailler en complémentarité, puisque nous sommes plusieurs à proposer des formations. Il serait ridicule d'avoir des formations complémentaires et à côté de l'absence de formation par rapport à des besoins existants. Donc, ça suppose des instances de concertation, d'échange qui existent parce que nous sommes tous orientés vers le même objectif, qui a été rappelé encore par les chefs de l'État, qui est de multiplier par 2 le nombre d'apprentis en France. Je crois que vous allez avoir à répondre. Le chef d'État a dit qu'il faut multiplier par 2 le nombre d'apprentissages. Je vais poser la question à Bertrand Gondin. Je pense qu'on va sourire. Écoutez, c'est très bien, sauf qu'aujourd'hui, le chef de l'État aurait dû mettre en adéquation ses mots et ses actes. Et depuis quelques années, je crois que l'apprentissage, en tous les cas l'année dernière, a subi quelques coupes sombres, même au niveau des chambres, au niveau des aides qui devaient être octroyées à l'apprentissage. Je parle par exemple ici de la prime de l'apprentissage, qui permettait justement aux entreprises de pouvoir financer l'action de formation donc, du jeune en apprentissage. Et tout ça a été coupé. Il y a eu une coupe sombre. Bon, la région n'a pas attendu le positionnement de l'État là-dessus, en tous les cas, heureusement d'ailleurs à La Réunion, parce que sinon nous aurions été comme en métropole, sur une baisse constante de l'apprentissage en métropole. Ce qu'il faut savoir, la région Réunion est la seule région de France et de Navarre où l'apprentissage a progressé pendant ces 4 dernières années. En métropole, et là, l'ensemble des régions de France, l'ARF, et là, on ne peut pas dire que c'est du parti pris de ma part, l'Association des régions de France, excusez-moi. C'est vrai qu'on a tendance à parler un peu jargon dans la formation professionnelle, a été très dur, et les régions, aujourd'hui, ne sont pas des régions de droite en métropole, elles sont toutes de gauche, et elles ont dénoncé fortement cette baisse des moyens octroyés à l'apprentissage, et là je pense que les chambres pourront en parler parce qu'elles ont été aussi prises pour cible. Oui, on reviendra sur cette fameuse conférence de presse où vous étiez venu dénoncer à la région cette situation avec l'État. Mais avant de continuer, juste prévenir qu'on va tout à l'heure suivre un jeune apprenti et son tuteur dans leur expérience. Avant d'y aller, je voulais juste vous dire, vous avez entendu le recteur qui parle aujourd'hui de la nécessité de l'apprentissage dès le niveau 5, 3 et 4. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une possibilité de travailler ensemble avec l'Académie de la Réunion justement à ce niveau ?
Par exemple, Rien n'empêche. Nous travaillons déjà avec l'Académie de la Réunion. Nous avons des conventions, nous avons des partenariats avec l'Éducation nationale. Juste pour votre information, la Chambre de commerce arrive juste après l'Éducation nationale dans le domaine de la formation, de la qualité, de la quantité. Mais rien n'empêche. Mais ce que dit le recteur, c'est qu'effectivement, peut-être, nous n'arrivons peut-être pas à nous mettre d'accord sur un certain nombre de filières. Peut-être nous faisons peut-être à peu près les mêmes filières en fonction des centres de formation. Je pense que là-dessus, il a raison. Il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on arrive aujourd'hui à proposer, à innover au niveau des filières. Et c'est vrai que chacun reste dans son précaré. il y a une question de, j'allais dire pas de légitimité, mais au moins de paternité de telle ou telle filière, pour voir qu'est-ce qui marche mieux, qui réussit. L'éducation, les chambres consulaires. Si je peux me permettre sur ce sujet, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le cadre de la mandature que le CFA académique a ouvert, ce qui fait partie des nouveaux que la région a ouvert au niveau de l'apprentissage. Et aujourd'hui, la carte de l'apprentissage est pilotée au niveau régional. C'est-à-dire que ce que dit monsieur Patel, Ibrahim Patel, est à moitié vrai, parce que nous avons un regard aujourd'hui important sur la structuration des filières. Nous vérifions et nous regardons à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et les autres CFA, pour que les propositions qui sont faites au niveau des propositions d'ouverture de section correspondent à une structuration de filière du niveau 5 au niveau ingénieur, et nous essayons de faire en sorte que quelqu'un qui quitte un cursus qu'il aurait pu faire à la Chambre de commerce puisse le continuer à la Chambre des métiers, et demain, pourquoi pas, avec le CFA académique. Et nous vérifions et nous surveillons cette synergie. Alors c'est vrai que nous pouvons être amenés à mettre plusieurs formations identiques, mais là c'est au regard de la volumétrie et des besoins du territoire sur plusieurs CFA, mais c'est parce que les besoins se font sentir et que je pense qu'il est nécessaire aussi de travailler de concert avec l'ensemble des acteurs. Alors, je vous propose donc, on va découvrir donc deux cas, deux expériences d'apprentis et d'apprentis qui ont déjà donc signé des CDI. On va commencer avec le premier, ça se passe à La Saline. L'apprenti Loïc Sorier et son tuteur Loïc Junon, qui est chef pâtissier, racontent leur expérience dans l'apprentissage. Administrativement, il y a un permis qu'on doit passer, c'est le permis de former, pour pouvoir justement être tuteur et accompagner l'apprenant tout au long de sa formation. Donc c'est une formation qui se passe au Centaure, sur 2 jours. C'est une formation qui va à 3 ans. Donc il est conseillé de renouveler cette formation-là tous les 3 ans pour pouvoir continuer à donner une formation à l'apprenant. Il faut déjà avoir une certaine expérience déjà dans le milieu, que ce soit de la cuisine ou de la pâtisserie. Dans mon cas, c'est la pâtisserie. Donc il faut déjà avoir ça, et aussi de la motivation et l'envie de transmettre aussi. Déjà d'une part apprendre des connaissances et faire une formation comme ça, je trouve que c'est assez nécessaire. Et surtout de connaître avec des produits créoles comme voici là, de travailler ça avec, on va dire, les cuisines assez gastronomiques, avec une petite touche culinaire créole. Et je trouve que c'est assez nouveau à La Réunion, on n'en trouve pas souvent. Et je trouve que c'est un plus pour moi, surtout en formation, de connaître tout ça. Et selon mon formateur ici, je trouve que c'est quand même une bonne expérience avec lui, vu son âge et tout. D'avoir déjà acquérir une telle expérience en pâtisserie, en cuisine en pâtisserie, et d'apprendre tout ça. Je trouve que c'est très important dans une cuisine, longtemps, que ce soit amical dans cette cuisine ou en dehors. On peut aussi se voir en dehors, et je trouve que ça compte pour beaucoup. Après,
après, c'est le but d'être informateur. Hein. Je ne veux pas dire qu'il va s'énerver tout le temps avec moi, mais c'est son but, c'est son rôle de m'apprendre. Et surtout, quand je fais des erreurs, de me rattraper. Et je trouve que, je ne vais pas dire que c'est mal ou pas, hein, mais c'est son rôle. Et ça me sert pour beaucoup. Que ce soit dans ma vie personnelle ou autre, ça me sert pour beaucoup. Une fois en entreprise, même si on est amené à l'extérieur, il faut déjà respecter la hiérarchie en matière. Je ne veux pas me faire passer par le chef, c'est pas mon rôle, mais juste faire comprendre qu'il y a des barres. Il y a un côté pour l'amusement, on va dire, et un côté professionnel, alors il faut être carré et rigoureux. D'où ce que le disait tout à l'heure, pendant les services ou les coups de feu, il est normal qu'il y ait des coups de gueule qui s'échappent. Accueillir la crème au camembert et la confiture de manioc. Voici le dessert de Nutracine, élaboré par mon apprenti Loïc Sorier et moi-même. Allez, on va être franc. Ça vous a donné envie de manger ou pas? Oui. Comment? Alors, ça s'appelle Nutracine. Pourquoi? Parce que c'est il y a des camemberts, de la manioc, patates, songe. Voilà, c'est que des produits, ce qu'on appelle des ravages à La Réunion, du terroir. Et ils ont fait ce dessert qui s'appelle Nutracine. Et je peux vous assurer, pour l'avoir goûté à 2 reprises, ça vaut vraiment le déplacement. Et c'est vrai que quelque part, comme disait tout à l'heure, sur l'utilisation des produits même de La Réunion, c'est vrai que l'apprentissage aussi, ça permet aussi d'aller en ce sens-là. Et c'est vrai que la question que je voulais vous poser, finalement, là, vous voyez bien qu'il y a eu cet échange, cette entente, mais on voit aussi qu'entre les deux, il y en a un qui va accepter la discipline de l'autre. Comment aider un peu plus les entreprises, leur donner les moyens? Je pense que ça veut aussi bien, là je pose la question à Pascal Plante, qui représente la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Est-ce que les entreprises ont besoin de plus de moyens justement pour recevoir les apprentis? Les entreprises ont besoin de moyens parce que même si l'apprentissage est une opportunité, c'est un ballon d'oxygène, l'apprenti qui arrive dans l'entreprise, mais c'est aussi une charge, entre guillemets, dans la mesure où il faut s'en occuper. Il ne faut pas le laisser seul à se débrouiller, il faut s'en occuper. Donc, il faut pouvoir structurer cette démarche d'accompagnement au niveau de l'apprentissage. Alors, il existe des formations pour les tuteurs, que ce soit dans le domaine de l'apprentissage ou dans le contrat de professionnalisation. J'invite vraiment les entreprises à y participer parce que on se rend compte que, et on l'a vu, que le tuteur ne se déclare pas tuteur comme cela. On a besoin d'un accompagnement. Voilà. Devenir tuteur. Peut-être pas un permis, mais on a besoin vraiment d'une formation. Pour accueillir cet oxygène que nous apporte le jeune, il faut l'accueillir. Il apporte des idées nouvelles, il apporte des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et lorsqu'on a nous-mêmes notre expérience, c'est ce qu'on est prêt à se remettre en cause. Mais maintenant, il faut aussi accompagner ce jeune par rapport à notre expérience, à le guider pour faire en sorte qu'il respecte les standards de l'entreprise, et particulièrement dans le métier qu'on vient de voir, ce sont des standards qui sont beaucoup plus, il y a l'hygiène surtout, tout à fait. qui est important. Lui Patangondin. Oui, enfin, je rejoins tout à fait Pascal Plante là-dessus. Donc il y a une professionnalisation des tuteurs qui est importante. Je crois que c'est aussi un métier ou une compétence à acquérir pour bien accompagner et faire que l'insertion du jeune soit une réussite dans l'entreprise. Mais au-delà de cela, je pense que nous l'avons annoncé aux partenaires et aux chambres, donc aujourd'hui avec lesquelles nous travaillons sur l'apprentissage, nous avons décidé, nous, pour répondre à la question de Pascal Plante, de porter un nouveau dispositif sur l'année 2015 qui est l'exonération à coût zéro, donc pour tout apprenti nouveau dans les entreprises pour un jeune de moins de 21 ans. Le coût sera de 0 € pour l'entreprise
pour permettre de redémarrer et de redonner une dynamique à l'apprentissage. Nous avons un tissu économique aujourd'hui de très petites entreprises. Si nous ne leur donnons pas cet oxygène dont on parlait Pascal pour créer cet aspirateur de démarrage pour créer l'activité, nous aurons des difficultés, nous allons stagner sur l'apprentissage. Donc nous avons décidé avec le président de faire en sorte que sur cette prochaine campagne, nous puissions démarrer un dispositif pour les moins de 21 ans, pour tout jeune de moins de 21 ans qui rentrera en apprentissage. L'entreprise n'aura rien à payer sur la première année pour justement dynamiser cette activité apprentissage et montrer qu'en tous les cas, nous sommes prêts à accompagner les entreprises là-dessus. La valeur de l'apprentissage, c'est quelque chose que, surtout on parlait de l'employabilité tout à l'heure, mais là on va parler surtout au bout, l'emploi. Et on va voir l'exemple de deux apprentis dans l'esthétique. Ça se passe du côté de Sainte-Marie, où c'est après l'apprentissage, il y a aussi un contrat pour l'emploi. On regarde donc les deux apprentis en esthétique. Je pense qu'on ne s'improvise pas esthéticienne. Par contre, effectivement, vous avez des salons de bien-être, vous avez des gens qui sont passionnés de ce métier-là, qui font des formations. Là, c'est passé un premier toucher, mais voilà. Ah, là, c'est pas bon. Parce que j'ai lâché la cliente, ouais. Voilà, tu as toujours une main sur elle. Alors moi, ça y est, je suis diplômée, donc je suis embauchée ici. D'accord. Je fais de prier récemment, donc j'ai été diplômée en 2014. Quel diplôme? C'est esthétique. D'accord. Et la formation se fait où? Au CFA de Sainte-Clotilde. Ah d'accord. Voilà. Tu l'es passé? Très bien. D'accord. 2 ans d'apprentissage? 2 ans, c'est ça. D'accord. Et dans cette entreprise-là, l'apprentissage est passé dans cette entreprise? Oui, et c'était très bien. D'accord. Et vous? Moi, je prépare actuellement le CAP esthétique, donc je suis en plein dans ma première année. Donc pour l'instant, aussi, ça se passe bien. Et le centre de formation? Au CFA, toujours. Ah d'accord, Sainte-Clotilde. Voilà. D'accord, très bien. Donc il y a un bel exemple là déjà de réussite. Et donc, bravo en tout cas à chef d'entreprise de contribuer et d'accompagner les jeunes en apprentissage. Écoutez, moi-même sortie de là, donc c'était tout à fait normal de continuer à former les jeunes. Voilà. Et je tiens à remercier mon ancien maître d'apprentissage qui vraiment m'a donné des bases super. Ne serait-ce au niveau gestion et au niveau technique, elle était vraiment super. Alors, je reviens à cette question, ce point sur lequel je développais, c'est que quand on voit souvent dans les métiers qu'on montre, l'apprentissage, l'apprenti va dans l'entreprise et souvent au bout il y a ce CDI ou ce CDD, en tout cas il y a un emploi. Et je voulais vous demander, Président Patel, on le voit que, est-ce qu'aujourd'hui l'apprentissage c'est la voie, je dirais, la plus sûre pour décrocher ne serait-ce qu'un premier contrat? C'est la voie, effectivement, je crois, la plus crédible et la meilleure aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une conjoncture où les jeunes aujourd'hui, le taux de chômage, effectivement, au niveau jeune, c'est assez important. Qu'est-ce qui reste, effectivement? On n'a pas de place sur le marché de travail pour tous ces jeunes-là. Donc, il faut les former. Il faut leur donner une qualité, effectivement, de formation professionnelle ou des formations d'apprentissage. Mais avant d'arriver au bout, justement, pour que le taux de satisfaction soit là, pour qu'ils puissent embaucher, il y a quand même un parcours. Et tout à l'heure, quand je voyais effectivement les jeunes. Moi, je dis toujours, au niveau d'un jeune, il y a 3 qualités. Il y a effectivement, pour le chef d'entreprise, quand même, il faut l'accompagner, il faut effectivement le former, et aussi, surtout, il faut arriver effectivement à trouver cet équilibre entre la confrontation entre le jeune et effectivement son tuteur. Parce que tout passe aujourd'hui par un comportement. Et si aujourd'hui le taux de comportement est supérieur au taux de la compétence, et si ce jeune aujourd'hui ne se comporte pas correctement, c'est aussi quelque part ne pas réussir son avenir professionnel. Donc il y a quand même, avant d'arriver, et si je prends le cas de la Chambre de commerce, nous avons un taux de réussite à 76-80% sur l'ensemble de nos jeunes aujourd'hui qui sont sur la formation continue, sur la formation d'apprentissage et tout. Mais c'est la qualité de la formation aujourd'hui qu'on doit rechercher. Et comme disait effectivement Pascal Plante, aujourd'hui, si on veut être bien formé, il faut aussi que nous avons, nous, des professeurs, nous avons effectivement des vacataires, nous avons des gens qui enseignent et qui vont former ces jeunes-là, sont aussi quelque part capables de former ces jeunes-là. Donc c'est très important aujourd'hui de réussir effectivement à travers son apprentissage, mais aussi réussir quelque part d'avoir aussi les formateurs qu'il nous faut pour former ces jeunes.
Madame, là, vous êtes donc directrice du pôle de formation. Aujourd'hui, si on est sur des chiffres, par exemple, quel pourcentage, ça va parler de 16-80, c'est vraiment ce taux de réussite? Alors le taux de réussite aux examens, effectivement, est aux alentours, s'élève à 80% pour toutes les formations de la Chambre de commerce. Nous avons 40 diplômes en apprentissage à la Chambre de commerce, 50%... 40 diplômes, ça va de quoi en termes Ça va de... du CAP, comme le disait Louis-Bertrand Grondin, ça va du CAP à l'école d'ingénieurs, puisque l'école d'ingénieurs BTP en apprentissage est gérée par la Chambre de commerce et d'industrie, sur le site de Saint-Pierre. Et je vous interromps, est-ce qu'aujourd'hui c'est rempli, ou est-ce qu'il y a encore des places, par exemple, à la rentrée? Est-ce qu'à chaque rentrée, vous faites le plein? Alors on a des places dans un certain nombre de sections, effectivement, nous avons toujours des places, mais nous essayons aussi, en accord avec la collectivité régionale, d'ouvrir un maximum les sections et de les compléter avec, on parlait de la formation professionnelle au sens large tout à l'heure, de compléter ces places par d'autres contrats, les contrats de professionnalisation ou même par des professionnels salariés d'entreprise qui viennent suivre certains modules de façon à ce qu'on puisse ouvrir les sections et les proposer donc aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. Ma question, elle va être pour vous quatre. Est-ce qu'il y a des filières d'avenir? On parle des métiers d'avenir. Est-ce que les filières, vous avez parlé tout à l'heure d'employabilité, est-ce que les prochaines filières qui vont venir sont vraiment des filières d'avenir où l'employabilité est, je dirais, presque à 100%? Je peux peut-être dire deux petits mots. Oui, en effet, je pense que aujourd'hui, les orientations que l'on s'est données, en tous les cas, le politique, et je parle au sens noble du terme, avec le président de région, c'est de faire que l'île de la Réunion soit une île tournée vers l'extérieur et vers le tourisme. Je crois qu'aujourd'hui, les moyens que nous mettons au niveau régional sur ce secteur d'activité est un secteur qui, demain, ne peut qu'être que porteur. Donc il l'est déjà, mais il ne peut que encore s'amplifier. Vous avez des secteurs aujourd'hui sur les nouvelles technologies, avec ce qui se passe au niveau mondial. Nous ne pouvons pas échapper ici au niveau de l'île de la Réunion à la montée en puissance et en compétence des nouvelles technologies. Vous avez encore un secteur, nous venons de finaliser le schéma régional des formations sanitaires et sociales. Aujourd'hui, ce secteur aujourd'hui de la santé, du social, avec la problématique démographique de vieillissement de la population, fait que tacitement, nous allons avoir des besoins, que ce soit encore pour la petite enfance ou pour nos gramounes demain pour s'en occuper. Donc nous avons encore de la marge et de la progression et de l'anticipation à faire sur ces secteurs pour les porter. Pascal Plante, quelles filières, pour vous, aujourd'hui, qui doivent être innovantes et qui doivent aujourd'hui porter les futurs emplois? Alors, je vais peut-être être un petit peu à côté de la question. Je ne peux pas aujourd'hui envisager le développement sur telle ou telle filière, c'est restreindre et ne pas reconnaître toute la créativité qui existe à La Réunion. Nous avons des jeunes avec un potentiel de créativité et d'innovation énorme. Vous savez bien qu'à un moment donné, il y a des filières, il faut arrêter parce qu'il n'y a plus d'emploi au bout. Il y a d'autres qui sont aujourd'hui demandeurs. C'est peut-être pour ça, c'est ça ma question. Oui, mais justement, nous sommes à l'ère de l'innovation. Et à l'ère de l'innovation, aujourd'hui, se cantonner à une ou deux filières, à mon avis, c'est une erreur magistrale. Aujourd'hui, il convient de donner les moyens aux entreprises et aux jeunes d'accéder à un niveau de maturité suffisante pour pouvoir mettre en œuvre leurs projets sur la base de compétences bien maîtrisées. Et mettre en œuvre leurs projets, c'est quoi? C'est regarder le monde, donc non plus regarder notre nombril, regarder le monde et être présent sur tous les segments de marché qu'offre le monde entier. Et nous avons cette capacité malgré l'étroitesse de nos entreprises, de notre territoire et la taille de nos entreprises. En tout cas, il faut tenir compte de cette connexion avec le monde, quoi. Nous ne sommes plus isolés, nous ne sommes plus dans un cocon, nous sommes ouverts sur le monde. Et les jeunes le démontrent tous les jours. Les jeunes ne voient plus la barrière de la mer. Les jeunes sont ouverts sur le monde. Il y a une chose aussi dont je vais te poser la question au président Bernard Picardo,
président donc de la Chambre des métiers et de l'artisanat, sur ce que a besoin aujourd'hui les entreprises. On reste sur l'apprentissage, ce dont les entreprises ont besoin. Et je vous propose d'écouter donc la réponse de Bernard Picardo, président donc de la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et de l'artisanat, excusez, président Pentel, et voir un petit peu qu'est-ce que lui attend des apprentis qui arrivent dans les entreprises. Je crois qu'il y a un potentiel énorme aujourd'hui dans le secteur de l'artisanat et particulièrement nous avons besoin, nous, de collaborateurs formés, de collaborateurs compétents avec du savoir-faire. Et c'est vrai que l'apprentissage est un outil intéressant. Donc pour accompagner l'apprentissage, il y a plusieurs niveaux. Il faut bien entendu aider de plus en plus les chefs d'entreprise, financièrement d'ailleurs, puisqu'on voit qu'il y a des dispositifs qui tendent à prendre en charge les salaires, les charges sur l'apprentissage. C'est déjà un premier point important. Il va falloir continuer aussi à valoriser l'apprentissage vis-à-vis, je dirais, quelque part des parents, des jeunes. C'est important aussi de pouvoir dire l'apprentissage est un modèle intéressant. Et puis il va falloir aussi accompagner et faire mieux la communication sur les entreprises, mettre en avant nos entreprises pour qu'on puisse dire de manière plus globale dans le grand public que l'artisanat est un vecteur intéressant d'insertion sociale mais aussi de création d'emplois. Question, l'image. On a toujours dit, pour ceux qui sont de ma génération, on disait toujours, si vous ne travaillez pas à l'école, vous finirez dans des métiers pas très valorisants. Aujourd'hui, l'artisanat, c'est un secteur porteur, c'est un secteur où il y a beaucoup de réussite. Et par contre, l'image, à votre avis, cette image-là, elle est toujours bonne? Elle est devenue bonne ou elle est toujours aussi un peu médiocre? Est-ce qu'on a une bonne image de l'artisanat, du garagiste, Je pense que l'image de l'artisanat aujourd'hui est nettement améliorée par rapport à ce que vous décrivez. Ouais. Mais derrière l'image de l'artisanat, il y a l'image de l'entrepreneur. Et est-ce qu'aujourd'hui, le jeune ou le moins jeune est disposé à entreprendre, à prendre des risques pour être simplement sur le marché et donc prendre le risque de perdre ou aussi de gagner. Et l'artisanat, effectivement, si on parle de tourisme, et Bertrand Grandin en a parlé, l'artisanat est l'arrière-garde du tourisme. Je vais sans doute mettre le pied dans le plat et je vais vous poser à vous la question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce public d'apprentis, puisque vous parlez des jeunes, a envie de se battre, de faire des efforts, des sacrifices, justement pour accéder à toutes les propositions qui leur est fait, savoir, si on veut rentrer, il faut se battre, il faut se réveiller tôt le matin, il faut partir, il faut prendre le bus, il faut faire ses stages, il faut apprendre les leçons. Est-ce que vous ressentez ça? Oui. Il y a trois types de jeunes pour moi, effectivement, au moment où ils décident aujourd'hui de faire de l'apprentissage. Il y a celui aujourd'hui qui sait. Il sait ce qu'il veut, il sait qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre et il sait effectivement se projeter dans son avenir professionnel. Il y a celui qui aujourd'hui qui est dans le flou, donc il tâte sur plusieurs filières en arrivant effectivement à dire que bon, je vais aller dans cette filière, peut-être que je pourrais effectivement faire quelque chose. Il y a celui qui le fait parce que quelque part on le force à faire, il n'a rien à faire donc on le force à faire, il faut bien qu'il trouve quelque part aujourd'hui, pour ne pas dire qu'être effectivement quelque part dans le cocon familial. Voilà les trois types de jeunes effectivement. Mais celui aujourd'hui qui a une vision, qui a décidé, qui a cette envie, réussira forcément. Donc, après, à un moment donné, il faut que le jeune, il comprenne aujourd'hui que, je dis, c'est très difficile. Un emploi, aujourd'hui, est devenu une denrée rare et qu'il faut aujourd'hui être formé, il faut être quelque part être professionnel, il faut être qualifié pour que les entreprises cherchent aussi des personnes qualifiées. Les entreprises ne peuvent pas aussi embaucher comme ça sans que derrière, il y ait un minimum de formation, un minimum de comportement et un minimum, effectivement, d'envie. Parce que si on n'a pas la volonté, on n'a pas l'envie, on ne réussit malheureusement pas. Vous êtes d'accord tous les deux? Moi, en tant que technicienne, effectivement, au contact des jeunes au quotidien, il faut effectivement bien avoir en tête que préparer un diplôme en apprentissage, prenons un exemple, un BTS, on le prépare en 2 ans. Donc un jeune qui va le préparer dans un lycée, il va passer 2 ans quasiment assis dans une salle de classe, avec des stages. Et le jeune apprenti, il va devoir préparer le même diplôme dans les mêmes conditions d'examen, mais en étant
une partie en entreprise et une partie en formation. Donc, comme le disait le président, c'est une sacrée volonté que de vouloir s'engager dans un cursus en apprentissage. Et c'est vrai qu'en tant que formateur, nous devons déployer beaucoup d'énergie, beaucoup d'accompagnement pour remotiver certains jeunes qui, à certains moments, ont plus tendance à se dire je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais arrêter Je n'y arriverai pas. parce que je n'y arriverai pas. Donc c'est là où, comme le disait le président tout à l'heure, eh bien, nos formateurs qui sont aussi des professionnels avant tout, donc eh bien, ils doivent déployer toutes les techniques pour les garder dans le cursus. Et ça, c'est la caractéristique de l'alternance avec l'aspect entreprise où quelquefois on aurait tendance à se dire c'est plus facile en entreprise, quand je rentre le soir j'ai rien à faire alors que j'ai encore du travail pour préparer mes examens. Même situation pour vous. Écoutez, la formation initiale va dispenser le savoir. Il manque deux choses essentielles, c'est le savoir-être et le savoir-faire. L'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, parce que c'est aussi de l'alternance, permet d'accéder et donc d'acquérir ce savoir-être et ce savoir-faire. Mais au-delà de cela, il va donner le goût au travail. Et oui, comme Marie-Claude de Ménary le décrivait, l'apprenti probablement travaille plus il a les formations théoriques plus le passage en entreprise. Mais ils ne se plaignent pas plus que cela. Ils ont le goût au travail. Et ce goût au travail, c'est déterminant pour toute la carrière ensuite. Aller au bout au moins du cursus. Oui. Alors, juste, si vous permettez, je taquinerai un petit peu Louis Bertrand. Voilà. Bernard Picardo disait tout à l'heure qu'il y a un accompagnement, donc c'est la première année, et tant mieux pour les apprentis. Je dis, n'oublions pas les contrats de professionnalisation qui aujourd'hui représentent 4000 jeunes en alternance à La Réunion, un peu plus de 4000 jeunes à La Réunion. Donc l'apprentissage est une très bonne chose et il ne faut pas en discuter, enfin en tous les cas pas de ma part, mais n'oublions pas cela parce que ces jeunes ont aussi besoin, vont acquérir aussi ce savoir-faire, ce savoir-être et ce savoir. De toute façon, sans transition, nous allons aborder ce qu'on appelle la formation professionnelle et on va voir un petit peu aussi que c'est... Tout à l'heure, je vous ai demandé la différence entre la formation professionnelle et l'apprentissage, mais on va faire tout de suite, on va poser tout de suite la question, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai posé la question donc à Jackie Balmy, qui est donc secrétaire général de CGTR BTP, pour savoir comment il voit l'évolution de la carrière des salariés dans les entreprises, bien sûr en termes de formation professionnelle. Je vous propose d'écouter d'abord ces propos et puis on va en discuter. Aujourd'hui, dans les entreprises, on a une difficulté immense, c'est que du fait que les entreprises sont plus obligées de cotiser, ça va nous poser des problèmes avec nos propres salariés. Ils vont passer systématiquement à des formations obligatoires, genre CACES, puisque pour travailler, il faut ça. Mais j'imagine mal aujourd'hui dans l'entreprise les gens faire autre chose, se projeter vers un avenir. Ça m'inquiète. Moi, je pense qu'il faut tout simplement appliquer ce qu'ils ont mis dans la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui donne à nos jeunes et à nos seniors la possibilité de changer de métier à un certain âge, de voir autre chose et de pouvoir évoluer. Si on a mis ça que dans un dossier et ça ne passe pas de la réalité sur le terrain, on aura de gros problèmes. Il faut qu'on se bat pour que les jeunes puissent arriver dans l'entreprise et profiter de la formation, et pour que nos anciens ou ceux qui sont seniors puissent aussi évoluer à un certain moment vers d'autres métiers et pouvoir se progresser, surtout dans l'entreprise. Moi aujourd'hui, ce que je constate, c'est la formation aujourd'hui dans l'entreprise permet aux chefs d'entreprise de mettre les gens en formation quand ils n'ont pas de boulot. C'est une chose qui peut être considérée comme bien, mais qui est dangereuse dans le chemin qu'on prend. Mais qui peut être très porteur, surtout avec les apprentis. Mais il faut aussi on prévoit leur avenir. Pour ça, il faut que les BTP lissent les chantiers sur l'année, qu'on leur donne les moyens aussi, quand ils ont eu cette formation, de pouvoir travailler. Et qu'on ne les exporte pas à l'extérieur, parce que regardons sur la route du littoral aujourd'hui, alors qu'il y a eu énormément de personnes sur la route des Tamarins, on est en train de reformer des gens qui étaient professionnels et qui étaient du métier hier. Ça aussi, il faut qu'on corrige et qu'on arrive à mener une réflexion globale sur le sujet dans le BTP.
Juste pour vous dire qu'en tout cas, pendant que Jackie Belmin, secrétaire général, donc CGT ABTV, s'exprimait, il y a eu quand même pas mal de mouvements de tête et de désapprobation. Donc, alors, qui veut commencer pour me dire ce qu'il pense de la vision de la formation professionnelle de Jackie Belmin? Alors, je viendrai effectivement sur l'occupationnel, comme disait effectivement, non, soyons sérieux. Vous croyez que les entreprises, dans une crise actuelle, vont prendre des jeunes en apprentissage et les payer, parce qu'un jeune doit être payé pour faire de l'occupationnel? Je vous crois que vraiment, c'est le but d'une entreprise. Le but d'une entreprise aujourd'hui, c'est prendre un apprenti, aujourd'hui le former de deux manières. De manière que c'est un jeu gagnant-gagnant. L'entreprise gagne, le jeune gagne. Voilà aujourd'hui l'état d'esprit d'une entreprise. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, il n'est pas facile de trouver une entreprise pour un jeune. Or qu'aujourd'hui, être chef d'entreprise, aujourd'hui, c'est un parcours de combattant. C'est un risque aujourd'hui d'être chef d'entreprise. Et l'entreprise, malgré ce risque-là, aujourd'hui, décide, aujourd'hui, de prendre un jeune. Et quand on prend un jeune, on lui donne le pouvoir d'achat. On crée de l'emploi. Donc, on ne peut pas se laisser dire n'importe quoi. Alors, je vais d'abord demander à Pascal Plante, après je reviens vers vous. Non, je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure de la responsabilité que peut avoir l'entreprise lorsqu'elle accueille un jeune en alternance. Une TPE de 5 personnes qui accueille un jeune, de 4 personnes qui accueillent un jeune, c'est 40% de son effectif, ce jeune. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est un cinquième, puisque c'est un cinquième personne. Oui, c'est aussi 40% de son effectif. Oui, c'est-à-dire que quand on est à 100 personnes, on accueille un jeune, on ne le voit pas. Quand on l'a, mais oui, il faut l'accompagner. C'est toute la force de travail que ce jeune va apporter, qui est nécessaire à l'entreprise ou pas. Donc, de l'occupationnel, non, c'est difficile. C'est difficile à l'imaginer, parce qu'une TPE, et c'est vraiment le tissu local, hein, ce sont des TPE, des petites entreprises, on ne peut pas se permettre d'accueillir un jeune si on n'a pas la nécessité absolue de l'avoir pour travailler avec nous. Maintenant, lorsqu'il est là, il nous apporte donc sa compétence aussi, sa volonté, son énergie, son oxygène, et c'est normal qu'il soit rémunéré. Donc il y a une incidence directe pour l'entreprise. On ne peut pas faire du social, effectivement. Il a parlé de la cotisation, qui aujourd'hui n'est plus obligatoire, ce qui permet plus la formation, c'est ce qu'il a dit. Alors, en fait, même si vous êtes en charge de la formation professionnelle et d'apprentissage, ma question c'est le soutien de la région dans la dynamique économique aux entreprises. Est-ce que, vous avez dit tout à l'heure, ils ne paieront plus pour un apprenti de moins de 21 ans? Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs ou ce que vient de dire Jackie Belmin ne vous paraît pas très cohérent? Non, enfin, c'est son discours, enfin, je veux dire, il est cohérent avec lui-même, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ce qu'il dénonce là, c'est la réforme de la formation professionnelle avec les dysfonctionnements qu'ont créé la réforme de la formation professionnelle. Le problème de cotisation dont il fait référence, nous avons alerté il n'y a pas très longtemps la ministre de l'Outre-mer qui est venue sur la problématique de la baisse des fonds qu'on appelle les fonds de péréquation, c'est des sommes qui sont sur le national, qui revenaient sur le local pour permettre le financement des actions de formation des entreprises et des contrats aidés. Et nous l'avons alerté principalement sur les contrats aidés, mais ça s'applique aussi à la problématique des entreprises. Aujourd'hui, ces sommes ont disparu du fait de la loi de la réforme de la formation professionnelle, avec un système de fléchage qui s'est fait au national sans tenir compte de la réalité locale. Vous avez une collecte ici qui est insuffisante pour pouvoir couvrir toutes les problématiques de formation, de la formation professionnelle, et c'est de ça aujourd'hui que nous pâtissons. Donc, et c'est un grave problème. Ensuite, sur la problématique de la nouvelle route rurale, je ne peux pas laisser passer, parce que... Enfin, ce qu'il dit, c'est qu'on aurait dû se servir de ceux qui ont été formés par la route Tamarin pour les mettre sur la route du littoral. Ou par exemple, pour vous, ça ne paraît pas cohérent? Si, c'est cohérent, c'est complètement cohérent, et c'est ce que l'on fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'après la fermeture de la fin de la route des Tamarins, le secteur du BTP s'est retrouvé avec moins 5000 personnes. On est passé de 17 000 à moins de 11 000 salariés. Et ces 5000 personnes se sont retrouvées dans les stocks de Pôle emploi. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons travaillé sur ce stock
de personnes, je m'excuse pour eux, hein, je les mets en stock, mais c'est comme ça que l'on raisonne, sur ces individus qui n'avaient pas travaillé depuis un certain temps, qui avaient besoin de remonter soit en qualification, soit pour certains repasser des diplômes dont ils avaient perdu les habilitations, des CACES, des diplômes qu'il fallait remettre à niveau pour qu'ils puissent être opérationnels en anticipation sur la nouvelle route du littoral et surtout anticiper sur les métiers futurs de la nouvelle route, des laborantins, des scaphandriers, des grutiers avec des grues à tour qui font 25 mètres. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un problème d'information, parce qu'on a l'impression que parfois les gens ne savent pas, ne connaissent pas ce qui se passe. Je vais vous proposer d'écouter Alain Cataille, qui lui pose des problèmes. C'est donc un exploitant agricole, qui est également syndicaliste à l'Union des forces agricoles. Lui pose le problème de la formation professionnelle dans le monde agricole. Et vous allez voir, je pense que ça va vous faire réagir. On écoute Alain Cataille. En termes de formation pour l'agriculteur que je suis, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas assez de formation dans tout ce qui est domaine innovant. Je prends un seul exemple, l'informatique. Aujourd'hui, il y a très peu d'agriculteurs qui maîtrisent l'informatique et je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de s'y mettre et d'atteler justement ces agriculteurs pour qu'ils puissent écrire ne serait-ce qu'un courrier, aller faire des recherches sur Internet et puis se mettre au parfum de tout ce qui se fait dans le monde agricole. Ce que moi je souhaiterais faire, peut-être faire reconnaître aussi les acquis des agriculteurs en allant sur un diplôme ou reconnaître ce qu'ils ont acquis au fil des années. Ça, je pense, c'est une bonne chose. Ça permettrait à l'agriculteur de rebooster un peu les agriculteurs, de donner une motivation supplémentaire au niveau de la vie tous les jours, au niveau du travail de l'agriculture. Ce qui est important de faire aujourd'hui, c'est de former les nouveaux jeunes qui vont entrer dans l'agriculture. Et je crois qu'aujourd'hui, le discours qui disent parce qu'on est fils d'agriculteur, on n'a pas besoin de diplôme, je crois que ça, c'est un faux problème. Parce qu'on voit très bien que l'agriculture devient très technique, très moderne, et on ne pourra plus aujourd'hui rester sur l'île de la Réunion. Il faut qu'on se mette aussi au parfum au niveau européen, voire mondial, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la mondialisation, on parle des produits de qualité, on parle des produits qui respectent un certain cahier des charges, entre autres pour l'exportation. On a vu la Réunion peut exporter de l'ananas, etc. Et tout ça, c'est des produits, c'est des outils qui vont nous permettre justement de développer l'agriculture réunionnaise et d'aller chercher toutes ces niches de valeur ajoutée pour consolider les petites exploitations qu'on a à la Réunion. La formation professionnelle au niveau reconversion, moi je dirais, je ne parlerai pas de reconversion, moi je parle de chercher des niches qui permettraient les cagniers ou voire d'autres agriculteurs de se reconvertir par exemple en transformateurs de produits agricoles. Pour l'exportation. Aujourd'hui, on a très peu de produits de terroir à La Réunion. On a beaucoup de régions, on a beaucoup de bons produits. Je pense des palmiers, des litchis, de l'ananas, etc. qui n'est pas exploité, qui n'est pas ajouté à des recettes culinaires, etc. Quand on va dans n'importe quelle région de métropole, on peut s'acheter du foie gras, on peut s'acheter des olives, par exemple, dans le sud de la France. Et à La Réunion, on n'exploite pas les richesses qu'on a. Et c'est ça ce qui est désolant. Alors, la question, elle est là, parce que c'est... Alors voilà ce que dit Alain Cataille, donc Araï, donc de l'Union des forces agricoles. On a l'impression que les informations ne vont pas à tout le monde, non ? Je vais peut-être répondre, ça permettra de répondre aussi à M. Mondon qui disait un petit peu qu'est-ce que l'on fait, où va cet argent. Je pense qu'on est un peu dans cette problématique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'entre 2010, donc on va parler des fonds, c'était 70 millions d'euros la formation professionnelle, on est passé à 110 millions d'euros. Donc avec une offre de formation aujourd'hui qui était de 12 000 offres en 2010, à plus de 20 000 offres de formation aujourd'hui en 2015. Donc à partir de là, il est clair que nous allons faire un bilan de notre contrat de plan régional des formations professionnelles et j'entends que on a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses existent. Sur l'agriculture, nous avons un CFA agricole sur Saint-Joseph et sur Saint-Paul. Nous avons des formations dédiées aux demandeurs d'emploi et aux exploitants agricoles et aux aidants familiaux, même avec la MFR qui est aussi CFA maintenant dans ce secteur. Mais je pense qu'il y a peut-être une nécessité. Maison familiale et rurale. Donc il y a peut-être une nécessité. Je crois que le bilan que nous avons fait, maintenant que nous allons poser, nous avons fait
beaucoup de choses. Il y a peut-être une nécessité peut-être de faire... de l'information, de la communication. Ce qui arrive donc dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, le service public régional de l'orientation. Je pense qu'on a intérêt, que ce soit pour les salariés et pour les demandeurs d'emploi, d'ailleurs dans le cadre de la réforme. Donc trouver un endroit où on puisse, avec l'ensemble des partenaires, ouvrir une seule porte. Tous les secteurs d'activité, un guichet unique. Tout secteur d'activité, ouvrir une seule porte et où on puisse avoir les éléments de réponse pour tous les acteurs, qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi, pour avoir ce type de réponse. Donc je l'entends, et je pense que c'est une ambition que nous pouvons porter sur les années futures avec l'ensemble des partenaires et des acteurs. Ibrahim Batel. Moi, je dirais, j'ai entendu parler effectivement de la formation. Nous avons constaté chez nous, d'une génération à l'autre, effectivement, il y a un problème de compétences. C'est vrai que la nouvelle génération, aujourd'hui, est plus habituée donc à la nouvelle technologie que la génération d'avant. Nous avons mis en place avec la région, et grâce au concours de la région, la formation des chefs d'entreprise qui passe de l'informatique, l'Internet, qui passe de la gestion, le droit social et tout. Et ça fonctionne très très bien. Parce qu'en plus, que nous avons même aussi mis en place ces formations à des heures décalées. Nous savons tous qu'il y a des chefs d'entreprise qui travaillent, donc ces formations se font dans les 4 maisons d'entreprise à partir de 18 h et ça fonctionne très très bien. D'accord. Alors, juste encore une fois, je reviens, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les chefs d'entreprise, enfin ceux qui en ont besoin, aillent chercher l'information. Il faut chercher l'information, les chefs d'entreprise ont une obligation de se former en fonction de sa génération, en fonction de sa compétence. Aujourd'hui, pour mieux comprendre aussi l'évolution aujourd'hui du commerce. D'accord. Alors, avant de vous donner la parole, on va d'abord regarder deux interviews, c'est deux sur la formation professionnelle. Ça concerne Sébastien Armand, donc, qui est en BTS alternance à Saint-André, au lycée Sarah-Garriga à Saint-André, et Rudy Bey, qui est chef d'entreprise. On va les écouter. Après, je vais demander à Pascal Plante et à Madame la directrice de répondre. Donc, on écoute d'abord ces deux, Sébastien Armand et Rudy Bey. On a commencé le BTS depuis le début de l'année. On est arrivé en retard, donc on a pu récupérer tous les cours, pour faire tous les devoirs. Maintenant, on est en formation une semaine sur deux, une semaine en cours, une semaine en entreprise, dans les locaux de Caras Construction. Et on vend des microstations d'épuration. Alors, ce BTS en alternance, c'est une semaine en entreprise, une semaine en cours. Dans ce BTS, on apprend tout ce qui dit les parties de gestion clientèle, gestion des stocks. Voilà, on a une semaine en entreprise. L'entreprise se situe à Sainte-Suzanne. La partie en entreprise, ça se passe. On répond à la demande des clients. On essaye de voir avec eux les meilleures solutions possibles. On prend des rendez-vous, on part sur le terrain, on négocie et on propose des microstations d'épuration. J'ai appris à gérer les clients, principalement. J'ai eu des super coachs, Rudy Bey. J'ai appris à gérer les clients, à savoir négocier, à répondre à des mails, répondre aux réponses téléphoniques et justement proposer des différentes solutions. Qu'est-ce que vous attendez d'autre dans cette expérience en entreprise? Je compte à la fin du contrat de BTS avoir un CDI avec eux, ce serait bien. Les relations sont simples, hein, c'est relations d'employé à employeur. Donc quand il est en période de formation, pour nous il n'y a pas vraiment de communication, on le laisse faire, on essaie de lui demander si ça se passe bien, on essaie de l'aider au maximum. Par contre, quand il est en entreprise, ça reste un employé comme les autres, sauf qu'il faut être un peu plus attentif, il a un peu plus de questions que les autres employés, donc il n'est pas autonome, il n'est pas encore tout à fait productif. Comme communication, il n'y a pas grand-chose, je dirais. Il faudrait juste être assez attentif au niveau du stagiaire, essayer de pouvoir répondre à ces différentes questions pour qu'il puisse évoluer et pas rester à chaque fois dans son coin et stagner en fait pendant la période où il est en entreprise. Nous, actuellement, dans l'entreprise, ce qu'on a mis en place, c'est on a centralisé toutes les données pour que Sébastien, quand il arrive en entreprise, il puisse en un coup d'œil sur son ordinateur récupérer tout ce qui a été fait pendant la semaine où il était en entreprise, du moins en formation. C'est-à-dire qu'il n'est pas productif à 100%, mais derrière, on n'a pas un salaire plein, on a beaucoup d'aide avec les différents organismes d'État, qui nous permettent malgré tout de rentabiliser
ce contrat-là. C'est un contrat gagnant-gagnant. D'un côté, nous, on a une main-d'œuvre, c'est vrai, qui n'est pas présente tout le temps, mais qu'on paye forcément un peu moins cher. Et de son côté, le stagiaire, ça le permet de créer son poste, de créer un besoin dans l'entreprise. Et comme il l'a dit, à la fin, s'il s'en va, nous, on aura besoin de quelqu'un. Et donc forcément, si sa formation se passe bien, ça débouchera forcément sur un CDI. Il nous reste 2 minutes et demie avant la fin de l'émission. Ça va être pas facile de conclure. Alors, je vais vous demander de 30 secondes par personne de me dire, voilà. Alors, d'abord, je voulais vous demander à vous. Vous voyez ce qu'on appelle la formation professionnelle, l'alternance. C'est ce qui marche aussi? C'est ce que nous avons décrit. C'est ce que nous vivons à la fois au sein de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation, on l'aura compris. Oui, ce sont les centres privés qui font des contrats de professionnalisation. En tant que membre de la CGPME, je ne peux pas passer sous silence la qualité du travail qui est fait par l'appareil de formation privé à La Réunion. Il est excellent, nous avons d'excellents résultats, donc on ne peut pas ne pas en parler, mais on a les mêmes résultats que sur l'alternance. C'est la directrice. Oui, alors pour compléter, c'est vrai que dans la formation professionnelle, il y a d'autres dispositifs que l'alternance. Il y a des formations donc, pour les demandeurs d'emploi, il y a des formations telles que l'école de gestion et de commerce de la Chambre de commerce, qui est une école à Bac+3, qui affiche 90% de placements à l'issue de la formation. Donc en fait, la palette est très très large et on n'est pas que sur l'alternance. Et on se complète tous dans le paysage. Ibrahim Lattel, on va conclure. Moi, je dirais effectivement... Voilà ma question. Voilà, mais... Alors, il y aura les régionales en fin d'année. Vous êtes en train de préparer la prochaine mandature sur la formation. Vous, en tant que président d'une chambre consulaire, de CCIR, puisqu'il s'agit de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez demander? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Écoutez, il faut donner les moyens aux entreprises aujourd'hui et donner envie aux entreprises d'accueillir ces jeunes-là. Et c'est vrai que si on veut accueillir ces jeunes-là, il faut les aider financièrement, ces entreprises. Il faut aujourd'hui trouver, à travers l'entreprise, un partenaire et non un ennemi, effectivement. Parce que c'est les entreprises qui créent de l'emploi, c'est les entreprises, à travers ces jeunes, qui créent le pouvoir d'achat. Il faut qu'aujourd'hui, que ce soit la région, que ce soit l'État, ou tout le monde, on trouve aujourd'hui les moyens d'inciter nos entreprises à embaucher ces jeunes et à les former. Merci. On est déjà hors sujet, on a dépassé le temps. Louis-Bertrand Gondin, quelles vont être les grandes lignes de la prochaine mandature? Je crois que je vais terminer en reprenant, c'était la conclusion que j'avais prévue, mais Pascal avait déjà un peu énoncé cette problématique. Je crois aujourd'hui, former, occuper l'emploi, là où il se trouve, que ce soit ici, dans la zone de l'océan Indien, en mobilité, en Europe, ou dans le monde, je crois que c'est cette vision que nous devons avoir, tous partagée. Et Pascal le disait, on ne s'est pas concerté, mais je crois qu'aujourd'hui, la formation et l'emploi doivent être occupés là où ils se trouvent, et peu importe où ils se trouvent, mais il faut que les Réunionnais soient formés pour aller les occuper dès qu'ils se libèrent. D'accord. Merci à tous. Je ne vais pas prendre le temps de vous dire merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez bien votre soirée sur Télé Créole. Bonsoir chez vous. Bonsoir.